monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va me permettre de revenir sur mes lectures les plus saisissantes de mon année 2023 de lectrice. J'ai eu l'occasion de vous faire une vidéo là il y a quelques jours sur les lectures préférées des enfants au cours de l'année passée et maintenant ça y est, c'est mon tour. Donc on va passer assez rapidement sur la partie statistique, la partie chiffrée parce que c'est pas forcément celle qui nous intéresse le plus. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir comparer d'une année sur l'autre. Donc en 2023, j'ai lu 95 livres. Alors je ne compte pas les graphiques, je les compte jamais d'ailleurs. Donc 95 romans, c'est un tout petit peu plus qu'en 2022 où j'en ai lu 91. Donc on n'est pas non plus à 10 romans de plus. Mais voilà, la petite différence, je la note avec le fait que en 2022, tardivement certes, mais tout de même c'est à noter, il y a eu l'arrivée de Félix. Et en 2023, eh bien voilà, j'ai pris le rythme de maman de 3 enfants, donc 95 romans. Franchement, j'ai pas à rougir du chiffre, je suis plutôt satisfaite de moi. Comme chaque année, j'ai relu pas mal de livres, j'en ai relu 7. J'adore relire des livres, je fais partie de ces personnes qui ne peuvent pas se contenter de faire à chaque fois de nouvelles découvertes. J'ai besoin de revenir vers des valeurs sûres ou alors vers des histoires que j'ai un peu oubliées tout en m'interrogeant, est-ce que voilà, ça va être le même engouement qu'à l'époque. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de faire et que je referai à n'en pas douter au cours de cette année 2024. Petite nouveauté également en ce qui concerne mes stats, maintenant sur mon cahier je fais apparaître les livres que je garde et les livres que je souhaite revendre. Donc sur les 95 romans que j'ai pu lire, eh bien, je me suis débarrassée de 33 d'entre eux. Donc voilà, je trouve que c'est bien, c'est pas encore assez mais c'est bien. C'est la première année où je fais un tri aussi drastique dans mes bibliothèques et j'imagine que c'est pas fini. Pour finir sur les stats, je me note à chaque fois que je termine une série. Et là, je dois dire que j'étais plutôt mauvaise élève en 2023. Pourtant, j'ai eu l'impression de lire énormément de suites de séries. Sans doute est-ce le cas. Sans doute ai-je lu davantage de suites de séries que de premiers tomes. Mais le fait est que des séries terminées dans leur globalité, j'en ai fini que 4. Et c'est pas franchement énorme quand on pense à toutes les nombreuses séries que j'ai en cours. Et alors du coup, passons à ce qui nous intéresse présentement dans le cadre de cette vidéo, et bien ce sont mes coups de cœur sur mes 95 romans, combien m'ont fait vibrer, combien m'ont serré les tripes, combien m'ont fait pleurer, combien m'ont fait rêver de ces histoires, combien m'ont fait discuter de ces retournements de situation improbables, de ces émotions, de ces ascenseurs émotionnels avec mes proches, et bien 12. Voilà, j'ai lu 12 romans l'année dernière qui m'ont complètement fait chavirer. Et alors ce qui est à noter, c'est que c'est une moyenne qui se retrouve d'une année sur l'autre. J'ai toujours entre 9 et 11 coups de cœur par an sur un total global voilà, de 90 à 100 lectures dans l'année. Et par contre, ce qui est à noter, c'est que sur mes 12 coups de cœur, il y en a 2 qui sont des relectures d'anciens coups de cœur et dont le coup de cœur a été réitéré. Alors je vais pratiquer dans cette vidéo comme je le fais tous les ans, c'est-à-dire que je ne vais pas classer par ordre d'appréciation mes coups de cœur. C'est comme si vous demandiez à une mère de choisir lequel de ses enfants elle préfère. Évidemment, elle ne peut pas faire un choix, elle les aime tous et c'est valable pour moi, lectrice. Je ne peux pas classer mes coups de cœur. En revanche, si je peux les classer, mais pas par ordre d'appréciation, plutôt par catégorie. Quelle est l'écriture qui m'a la plus transportée en 2023, quels sont les personnages qui m'ont fait le plus vibrer parmi toutes ces histoires. Voilà, c'est comme ça qu'on va procéder aujourd'hui. Et alors justement, je vous parlais d'écriture, on va donc commencer par là. La plume la plus marquante de mon année 2023, c'est clairement Émilie Chazeran, et c'est pour ça que je vous présente mon tout dernier coup de cœur de l'année. Si vous me suivez en vlog, du coup, vous avez déjà entendu mon avis concernant cette lecture, et d'ailleurs, je ne suis pas là pour vous redonner un avis, simplement un bref aperçu lié à la catégorie dans laquelle je place ces livres, ainsi qu'un très rapide résumé de l'histoire. Mais j'ai lu en décembre Falalalala de Émilie Chazeran. Ce n'est pas une romance de Noël, mais c'est un roman de Noël qui se passe dans l'est de la France, du côté de Strasbourg, où vit une famille fictive de naines à Tannenland. Ce sont les Tannenbaum, et parmi cette famille, il y a une écrasante majorité de femmes et de filles, et il y a quand même un garçon, l'un des fils Tannenbaum,
qui est le seul grand de cette famille. Il s'appelle Richard et il ne trouve pas sa place dans cette demeure où tout est à hauteur de nain. Alors il fait partie du business de Tannenland qui consiste à gérer une entreprise de bridle, à fabriquer en ce qui le concerne des casse-noisettes et puis à gérer également une ferme d'animaux miniatures, mais il a du mal à trouver sa place. Il se sent trop grand, trop pâteau, il ne sait pas quoi faire de sa peau et quand le récit débute, il va faire partie d'un groupe de paroles qui s'appelle les aidants, où en fait ce sont les gens d'une famille qui sont là pour venir en aide à leurs proches en situation de handicap. Alors je ne sais pas si le nanisme est considéré comme un handicap à part entière, mais en tout cas c'est quand même assez spécifique et c'est ce qui fait que Richard a intégré le groupe des aidants. Et alors pourquoi est-ce que je vous dis que ce livre, je m'en rappellerai surtout grâce à l'écriture de l'auteur davantage que grâce à l'histoire qui est quand même saisissante et extrêmement touchante, c'est parce que Émilie Chazeran a été vraiment une révélation pour moi. Elle a une plume saisissante, une plume sautillante, une plume à l'image un petit peu de Christelle Dabos, comme j'ai pu la comparer, dans le sens où elle utilise beaucoup de figures de style, elle a une plume extrêmement imagée, inventive, et elle utilise des comparaisons et d'autres procédés tout aussi saisissants pour nous rendre son récit encore plus réaliste et ses personnages encore plus humains. Elle a une manière vraiment bien à elle de dépeindre les caractères, les émotions et j'ai tout aimé grâce à elle de la première à la dernière ligne. Ça a été un coup de cœur retentissant. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir terrassée de tristesse ou au contraire terrassée par le rire, tellement elle nous fait passer du rire aux larmes. Elle joue vraiment sur la corde sensible, les émotions sont omniprésentes dans ce livre et elle a une écriture de toute beauté. C'est pour cette raison que vraiment je me souviendrai longtemps de Falalalalala. Parlons maintenant d'un autre de mes coups de cœur que je rangerai dans la catégorie du livre le plus inventif, et j'ai donc l'honneur de vous montrer le premier tome de Magic Charlie. C'est le premier tome d'une trilogie écrite par Audrey Alouette et j'ai eu l'occasion de lire d'ailleurs le tome 2 en fin d'année. Ça a été mon avant-dernière lecture de l'année. Ça n'a pas été un coup de cœur pourtant, contrairement à ce premier tome que j'ai lu en janvier 2023 et qui m'a marqué pendant de longs mois. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est le plus inventif? C'est parce que des récits fantastiques et des récits fantastiques jeunesse, j'ai eu l'occasion d'en lire pléthore parce que c'est vraiment mon dada, c'est ce que j'aime, ça fait partie de mes genres littéraires de prédilection, le fantastique jeunesse. Et alors là vraiment on est dans le haut du panier niveau inventivité, entre les pâtisseries animées, les tartes chercheuses, les citroles qui sont de grosses citrouilles creusées qui font office de moyens de transport. On a vraiment voilà, des serpillières animées, tout un bestiaire assez incroyable et puis des choses que l'auteur a inventées de toutes pièces. Ça peut faire penser à un joyeux bordel, cette histoire, dans le sens où c'est fourmillant de détails, on ne sait même plus où donner de la tête, tellement il y a des choses à intégrer à droite et à gauche. Mais c'est vraiment un récit inventif à souhait et ça, on ne peut pas lui enlever. Et c'était absolument réjouissant de partir de zéro et de faire la découverte de cet univers absolument ahurissant. Voilà. Donc dans cette histoire, on fait la connaissance de Charlie, dont la grand-mère a disparu, sa grand-mère qui est devenue amnésique. Il va partir à sa recherche et ce faisant, il va découvrir que la magie existe. Je peux pas vous en dire plus parce que vraiment, l'idéal, parce que pour moi l'idéal c'est vraiment de tomber un peu comme Obélix dans le chaudron de la potion magique, c'est-à-dire de tomber à l'intérieur de cette histoire sans trop savoir ce qui va en découler, sans trop savoir à quoi s'y attendre. Voilà, donc vraiment une de mes lectures les plus incroyables réalisées au cours de l'année 2023. Et bien que le tome 2 n'ait pas été un coup de cœur, ça a été quand même une formidable suite de séries et je lirai avec plaisir dans les mois à venir le dernier tome qui me permettra d'avoir le fin mot de cette histoire. Je change complètement de registre. Alors vous savez, ma particularité de lectrice, c'est que je me cantonne pas du tout à un seul genre littéraire. Je suis une lectrice éclectique.
Je lis de tout et j'adore ça, c'est ce qui me fait vibrer. Je pourrais pas lire que toujours le même genre, que le même type de lecture. Je me ferais beaucoup trop suer. Donc en 2023, j'ai eu un coup de cœur par rapport à un livre dont je qualifierais l'héroïne comme étant l'héroïne la plus inspirante de toutes mes lectures 2023. Ce livre, c'est Ma chérie. C'est écrit par Laurence Perrin. Avec Laurence Perrin, j'ai eu le pire comme le meilleur, c'est-à-dire que son premier livre, L'étrange vie de Zelda Zonk, ne m'a pas du tout plu. Mais alors, vraiment pas. En revanche, j'ai eu un coup de cœur pour Miss Cyclone. L'aile des Vierges m'a contentée, mais c'était pas non plus l'immense satisfaction et l'immense euphorie que j'ai ressentie l'année dernière en lisant Ma chérie, qui pour le coup a été un formidable coup de cœur. On est en 1963, donc en pleine période de ségrégation raciale aux États-Unis. Et dans ce récit, on fait la connaissance d'un personnage absolument formidable qui s'appelle Gloria. C'est une ex-Miss, l'ex-Miss Miami, qui est en couple avec un agent immobilier véreux, c'est l'agent immobilier des stars. Et il fait tellement de magouilles qu'à un moment donné, ça va lui retomber sur le dos et il va être envoyé en prison. Gloria est seulement sa maîtresse, elle n'est pas protégée par un contrat de mariage ou que sais-je, donc du jour au lendemain, elle va perdre son argent, elle va perdre sa maison, elle va perdre évidemment donc sa relation amoureuse et elle va se retrouver démunie, sans le sou, obligée de prendre un bus et de rétrograder dans la vie, c'est-à-dire qu'elle était là et elle retourne là, direction La Pampa chez ses parents, donc voilà, la pilule est difficile à accepter. Dans le bus qui la conduit chez elle, il n'y a plus aucune place de libre ou presque, si ce n'est à côté d'elle, parce que c'est le week-end de Pâques, donc tout le monde est en train de revenir auprès des membres de sa famille et le bus va faire entrer à son bord un homme noir. Évidemment, personne ne veut lui céder sa place et Gloria va être la seule à accepter qu'il s'assoie à côté d'elle. C'est le début de l'histoire, là non plus je vous en dirai pas plus, mais j'ai trouvé cette histoire très inspirante de par son héroïne parce qu'elle a tout perdu. C'est comme un oiseau qui a eu les ailes brisées en plein vol et elle va avoir une force de caractère absolument incroyable, des ressources tout à fait insoupçonnées pour se reconstruire, pour faire entendre sa voix, pour faire comprendre à ses proches ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Et j'ai trouvé ça tellement valorisant, cette image de la femme, que vraiment pour toutes ces raisons c'est une lecture qui m'a profondément marquée. Je switch encore totalement de registre, mais comment ne pas vous parler de Nevernight. La trilogie Nevernight a vraiment marqué toute mon année 2023 puisque j'ai eu l'occasion de relire en français, puisque j'avais lu une première fois en anglais le premier tome de la trilogie et j'ai très rapidement enchaîné avec les tomes 2 et 3. Donc là je vous montre simplement les tomes 1 et 2 puisque sur l'ensemble de mes 12 coups de cœur de 2023 et sur l'ensemble de cette trilogie, j'ai eu des coups de cœur pour les 2 premiers tomes et pas pour le troisième. Ça ne veut pas dire que le troisième je ne l'ai pas aimé, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je vous renvoie à mes précédents avis lecture si vous voulez en savoir plus et si vous voulez comprendre pourquoi je n'ai pas eu le coup de cœur pour la conclusion de cet incroyable bijou de fantaisie que nous a livré J. Christophe. D'ailleurs, il faut que je lise L'Empire du Mal, sa nouvelle série sur les vampires qu'il a commencé à sortir l'année dernière en français chez De Saxus, que là aussi je pressens un niveau absolument incroyable. Alors comment est-ce que je classerais ces deux coups de cœur? Eh bien je dirais que je les regroupe à la catégorie l'ambiance la plus saisissante, c'est-à-dire que Nevernight c'est vraiment un roman de dingos où vous avez une ambiance absolument oppressante du début à la fin. Je crois que c'est le livre, la série qui m'a le plus stressée, vous voyez, parce que on se sent jamais en sécurité avec l'auteur. On n'est jamais à l'abri de le voir faire se trucider nos personnages favoris. Donc partant de là, on a toujours les pétoches. Voilà, moi ces personnages, je les aime d'amour, que ce soit Mia, que ce soit tous les autres personnages secondaires, je les aime.
mais alors qu'est-ce que j'ai eu la frousse pour eux d'un bout à l'autre, et qu'est-ce que j'ai pleuré, et qu'est-ce que je me suis sentie embarquée par tout cet univers absolument captivant. Donc voilà, l'ambiance, c'est le gros point fort de cette trilogie, parce que c'est vraiment très sombre, c'est très brumeux, c'est très oppressant, et c'est sans cesse, voilà, les montagnes russes ascensionnelles. Donc, de quoi parle cette trilogie? Au cas où vous auriez vécu dans une grotte et que vous ne connaîtriez toujours pas Nevernight, c'est l'histoire d'une vengeance. En fait, Mia, notre héroïne, était enfant lorsqu'elle a vu son père se faire pendre en place publique parce que il a joué les traîtres, il a essayé de pactiser avec les mauvaises personnes pour mettre un type au pouvoir, et puis finalement ça s'est retourné contre lui, il a été pendu pour traîtrise, et voyant son père mourir sous ses yeux, Mia s'est vengée. Mia s'est juré d'obtenir un jour sa vengeance, et pour ça c'est passé par l'intégration d'une école d'assassins qui s'appelle l'Église Rouge, qui est là pour former des lames qu'ils envoient aux quatre coins de l'Empire pour remplir des contrats. Donc avec un statut de lame, Mia s'est dit qu'elle aurait le pouvoir, elle aurait les leviers nécessaires pour mener à bien sa vengeance. Et donc on a des univers très différents dans les 3 tomes. Le premier, c'est vraiment au sein de l'Église Rouge, le deuxième, c'est sur le sable des arènes de Gladiati, et le dernier, on est plus dans un univers maritime de pirates. Voilà, donc c'est très sympa parce que l'atmosphère, encore une fois, change vraiment beaucoup d'un tome à un autre, même si à chaque fois on se sent pris à la gorge, tellement c'est dantesque ce truc, mais vraiment l'une de mes meilleures découvertes de tous les temps en matière de fantasy. Je passe à une autre lecture, un autre coup de cœur, dans un tout autre genre, hein, vous aurez compris, et c'est un Virginie Grimaldi, donc jusque-là pas trop de surprise, parce que très régulièrement lorsque je lis des livres de cet auteur, je ressens des coups de cœur. Je sais pas combien j'ai pu lire de livres de Virginie Grimaldi, mais en tout cas, plus que les 3/4 m'ont valu des beaux coups de cœur. Donc en 2023, j'ai lu Quand nos souvenirs viendront danser, et là aussi j'étais prise au trip, c'est un livre qui m'a beaucoup émue, et voilà, je le range dans la catégorie du livre le plus émouvant de mon année passée. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de vieillesse, on nous parle du cycle de la vie, et moi je suis une grosse flippée de la mort. Voilà, c'est quelque chose, alors, je vais pas jusqu'à vous dire que j'y pense à chaque instant, non, mais en tout cas faut pas trop que j'y pense, parce que très rapidement ça va me filer le bourdon et je vais me sentir hyper mal, quoi. Vraiment, c'est une grosse angoisse pour moi. Donc là, non seulement on nous parle de vieillesse, de la fin d'un cycle, etc., et puis d'une maladie absolument sournoise et insidieuse propre aux personnes âgées, dont je ne vais rien dire parce que, bon, j'ai pas envie de tout spoiler non plus, mais dont est malheureusement aussi victime une personne qui est proche de moi. Donc ça m'a d'autant plus marquée, je me suis sentie d'autant plus investie dans ce roman. Heureusement pour moi, heureusement, la plume de Virginie Grimaldi est aussi reconnaissable grâce à ses nombreux accents d'humour. Elle a elle aussi une écriture bien à elle, très particulière. Et elle a cette faculté de nous faire monter en pression et en émotion, et redescendre un bon coup avec des punchlines vraiment rigolotes. Donc merci à elle, parce que sinon la lecture de ces livres serait beaucoup plus difficile qu'elles ne le sont déjà. Donc de quoi parle Quand nos souvenirs viendront danser? En fait, ça parle de personnes âgées qui habitent dans le même quartier, la même impasse à vrai dire, et leurs habitations vont être rasées. Le maire a cette volonté d'enlever tous ces pavillons pour créer à la place un nouveau groupe scolaire. Et évidemment, les personnes âgées vont se révolter, vont se réunir et vont mener l'opposition, parce qu'ils ont tous leurs souvenirs de vie finalement ici. Hein. C'est pas comme s'ils avaient emménagé il y a 2 ans. Non, ça fait des décennies qu'ils vivent là. Ils ont vraiment leur mémoire ancrée dans ce quartier, et ils veulent bien faire survivre cette mémoire. Donc ils vont s'opposer au projet du maire, et eux qui avaient perdu l'habitude de se côtoyer parce que voilà, et bien les jambes qui faiblissent, le cerveau qui patine un peu dans la choucroute, on reste chez soi, on côtoie plus les uns les autres, et bien ils vont être obligés de sortir un peu de leur coquille, et du coup ça va amener cette histoire absolument émouvante. Ensuite, dans la catégorie la meilleure suite de série, je range tout de suite maintenant le tome 3 de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Il faut apprécier le côté historique des lectures.
Mais alors, moi, c'est le genre de livre à double temporalité dont je raffole. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Bon, le tome 2, moins que le premier qui m'avait valu un coup de cœur. Mais je me demandais un petit peu de quelle manière Lucinda Riley pourrait se réinventer, pourrait nous faire quelque chose de nouveau après le Brésil, après la Scandinavie dans le tome 2. Et bien là, voilà, elle part à Londres. Donc c'est pas un endroit aussi dépaysant que dans les 2 premiers tomes. Mais elle a quand même su faire intervenir Béatrix Potter, qui est une figure historique connue pour son talent d'illustratrice d'albums pour la jeunesse. Elle fait intervenir des rois d'Angleterre, bref, des figures aussi très très connues. Et ça marche, vraiment ça marche. Et j'ai adoré le côté double temporalité de ce 3e tome, autant la partie dans le présent avec une héroïne que j'ai trouvée toute simple mais qui vraiment en cache sous le coude, et puis la partie dans le passé qui était absolument dingue là aussi. Les 7 sœurs, c'est l'histoire donc de 7 sœurs dont le papa vient de décéder. Il faut savoir que ce sont des sœurs adoptives. Le père milliardaire les a adoptées aux 4 coins du globe, et lorsqu'il décède, à la lecture de son testament, les sœurs découvrent des coordonnées géographiques et des indices qui vont leur permettre chacune leur tour à travers tous les tomes de cette série de revenir sur leurs ancêtres finalement, leurs racines, et c'est absolument passionnant. Aucun tome n'est similaire au précédent et c'est ça que j'adore, et vraiment c'est en ça que je dis que c'est vraiment la meilleure suite de séries de mon année 2023, parce que toutes les autres suites de séries que j'ai pu lire étaient dans la continuité finalement des tomes précédents. Et là, bah, celui-ci c'est s'en détacher parce que nouveaux personnages, parce que nouvelle temporalité, nouvel endroit, nouveau contexte, bref, ça a été vraiment 700 pages de pur bonheur. Donc je vous parle de meilleure suite de série, mais je vais aussi parler de meilleur début de saga. Mon meilleur début de saga de 2023, ça a été finalement la relecture d'un ancien coup de cœur, comme je vous le disais, puisque j'ai relu le premier tome de Meg Corbin Dan Bishop, c'est de l'urban fantasy. Je suis jamais venue à bout pour le moment de cette saga qui comporte 5 tomes. Je crois qu'à l'époque j'avais lu les 3 premiers et je m'étais arrêtée là. Et là, je me suis dit, c'est pas que je me la marathonnais, mais je voudrais terminer la série à la fin de l'année 2024. Donc là, j'ai relu pour me remettre dans le bain le premier tome. Ça avait été un coup de cœur il y a des années de ça, et le coup de cœur a été réitéré en 2023. Parce que, mais que demander de plus pour un premier tome? Il est tellement complet, tellement dodu, tellement fourmillant de détails. Tout est génial, que ce soit les personnages, que ce soit la mythologie inventée par l'auteur, que ce soit l'environnement hyper hivernal. Vraiment, c'est saisissant. On avait l'impression d'assister à ce froid mordant sans cesse, à la neige qui vient se déposer sur votre figure. C'était assez bluffant. Et puis on a une intrigue fournie qui tient la route, qui nous tient en haleine. On a des rebondissements et des surprises à chaque fois. Et parfois en même temps, on a un récit qui est un peu contemplatif, qui prend le temps de s'installer avec des scènes un peu tranches de vie, hyper douillettes, hyper cocooning. Donc c'est un joli méli-mélo de tout ce que j'aime et de tout ce que je peux attendre d'un premier tome. Donc énorme réussite par rapport au premier tome de Meg Corbin, qui est une prophétesse de sang, c'est-à-dire qu'elle est capable de prédire l'avenir grâce à des entailles. Elle s'entaille le corps avec des lames de rasoir et elle accède comme ça des visions prophétiques. Elle est maintenue contre son gré dans un établissement qui exploite son corps pour de l'argent. Et un jour, elle va prendre la fuite et elle va trouver refuge dans l'enclos des autres. Donc les autres avec un A majuscule, ce sont les entre guillemets grands méchants de cet univers, puisque ce sont un regroupement de métamorphes, d'élémentaires, de vampires, de toutes sortes voilà, de créatures plus ou moins connues en ce qui concerne le folklore. Et il y a des joyeuses nouveautés aussi qui sont absolument géniales et qui vont prendre Meg sous leur aile. Ils vont lui offrir un boulot. Elle va être agent de liaison, donc elle va devoir trier, distribuer du courrier. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a des moments un petit peu relax, un petit peu posés, où on suit Meg qui fait sa petite journée, qui fait sa petite vie au travail. Et c'est hyper cool en fait. Vous avez le loup-garou qui est posé dans son panier à ses pieds, qui grignote des biscuits pour chiens pendant qu'elle est en train d'essayer de faire des piles de courrier. Bref, c'est plus ou moins à la mode là en ce moment, je crois, les romans et les graphiques tranches de vie. Donc si vous aimez ce style, je pense que vous apprécierez Meg Corbin.
si vous aimez ce style et si vous aimez aussi que ça bouge, parce que parfois c'est un peu sombre et il y a beaucoup d'action à certains moments, mais c'est vraiment l'une de mes séries d'urban fantasy préférées de tous les temps. Il me reste 4 coups de cœur à vous présenter, mais je vais faire un groupe de 3 pour la prochaine catégorie. Puisque je vais vous montrer ma saga la plus addictive de mon année 2023, c'est simple, j'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3, et chacun de ces 3 tomes m'a valu un beau coup de cœur, donc je vous parle maintenant des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. J'ai lu la première partie de l'Assassin Royal de l'auteur. Certains des livres m'ont valu des coups de cœur, pas tous. J'ai trouvé que le départ était génial, et puis après, plus ça avançait, c'était moins bien. Mais alors là, vraiment, aucune lassitude vis-à-vis des assassins de la mer, non mais pas du tout, là je fais un joli micmac, des aventuriers de la mer. Oh, c'est satisfaisant au possible. Écoutez, vous avez une mythologie géniale avec des vive-nefs qui sont des bateaux dont la figure de proue s'anime au bout de tant de générations de capitaines qui se sont succédés sur ces ponts. Et puis, vous avez des personnages absolument captivants, absolument magnétiques dans leur personnalité, qui vous trotteront longtemps dans la tête, que ce soit les antagonistes ou au contraire voilà, les personnages un petit peu plus, les héros quoi, hein, les gentils. Et tout est génial, vraiment tout est génial. Et puis dès qu'il y a des moments un petit peu plus plats, et l'auteur sait très bien rebondir et nous amener des révélations, nous amener des surprises qui nous font recatcher direct au texte, et on est de nouveau là, pris comme une biche sous les feux de voiture en train de se dire oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est un truc de dingue qui se passe là. Bref, vraiment série incroyable, là encore un petit bijou de fantasy très différent dans le style de Nevernight, mais absolument incontournable si vous aimez la fantasy. Et pour finir, ultime coup de cœur, alors encore une fois c'était pas dans l'ordre, mais le dernier coup de cœur que j'ai à vous présenter dans cette vidéo et qui m'a marqué pour l'aspect progression du récit, construction narrative on va dire, c'est les 7 Maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Elle m'a marqué cette auteure en 2022 lorsque j'ai lu pour la première fois en lisant Daisy Jones and the Six. J'ai d'ailleurs préféré ce premier roman aux 7 Maris d'Evelyn Hugo, mais tout de même, un nouveau coup de cœur à la clé. Moi, je ne demande qu'à lire encore et encore et encore des romans de cet auteur, et c'est ce qui est heureusement prévu en 2024, donc ça tombe bien. Alors, ce que j'ai aimé, c'est la construction de cette histoire, puisque on a une star de cinéma à la retraite, qui est sur le déclin, et qui va accorder une interview exclusive à une jeune journaliste sortie de nulle part. Donc pourquoi elle, pourquoi pas une autre? On le découvrira par la suite. Mais là encore, j'adore, parce que l'auteur sait ménager sa monture, faire monter le truc jusqu'à te balancer la sauce à la fin où t'en restes comme de ronds de flanc, quoi. Génial, fantastique, admirable. Et alors du coup, on nous dit dès le titre que cette Evelyn Hugo, elle a eu 7 maris. Et bien la journaliste va l'interroger sur ses mariages successifs, et on va découvrir sa vie à travers ses multiples mariages. Pourquoi s'est-elle mariée autant de fois? Est-ce que ça a à chaque fois été des mariages d'amour? Est-ce qu'il y a eu parfois des mariages d'intérêt? Tellement de surprises, tellement de révélations et de choses absolument dingues dans cette histoire. La progression narrative est admirable. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé, j'ai tout aimé. Ça y est, on a fait le tour. Oh là là, écoutez, je me sens euphorique à l'idée d'avoir évoqué avec vous mes meilleures lectures de l'année passée, parce que franchement ça a été un superbe florilège, et j'espère une seule chose, c'est que 2024 sera aussi clémente avec moi vis-à-vis de mes lectures à venir, parce que j'ai passé une folle année de lecture. Alors oui, évidemment, il y a eu des déceptions, je veux dire sur 95 romans, évidemment, j'ai pas aimé la totalité. Mais alors, franchement, ça valait le coup d'en lire 95, rien que pour en avoir 12 de cet acabit-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné des idées lecture si jamais vous hésitiez sur certains titres, j'espère vous avoir donné l'élan nécessaire pour sauter le pas. Et quant à moi, je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!